Une nouvelle de Philippe Cadic, Le Canon. Le commandant regarda dans l'oculaire du télescope et mit l'instrument au point d'un geste vif. « C'était bien une fission nucléaire que nous avons vue », finit-il par dire. Il soupira et repoussa l'oculaire. « Ceux qui veulent regarder le peuvent, mais ce n'est pas un spectacle très réjouissant. »« Voyons cela » dit Hans, l'archéologue. Il se pencha, l'œil plissé. « Mon Dieu !» Il bondit en arrière et heurta Dorle, le navigateur en chef. « Alors pourquoi avoir fait tout ce chemin ?» demanda ce dernier en regardant les autres à tour de rôle. « Il n'est même pas utile d'atterrir, autant repartir tout de suite. »« Il a peut-être raison, » murmura le biologiste. « Mais j'aimerais me rendre compte par moi-même, si possible. » Il écarta Hans et regarda à son tour. Une vaste étendue uniforme et grise à perte de vue. Il crut d'abord voir de l'eau, mais comprit, au bout d'un moment, que c'était de la lave vitrifiée, creusée de cratères, dont seuls les entassements rocailleux saillants çà et là venaient rompre la monotonie. Rien ne bougeait nulle part. Tout n'était que silence et mort. « Je vois, » dit-il en s'éloignant de l'oculaire. « Eh bien, ce n'est pas ici que je trouverai des légumes. » Il voulut sourire, mais ses lèvres s'y refusèrent. Il alla se poster à l'écart et laissa son regard se perdre dans le vide. « Je me demande ce que donnera l'échantillon atmosphérique, » dit Hans. « Je vois ça d'ici, » fit le commandant. « L'air est en grande partie toxique, mais nous nous y attendions, non ? Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant là-dedans. Une fission visible de notre propre système ne peut être qu'une véritable catastrophe. » Plein de dignité, le visage inexpressif, il s'éloigna à grands pas dans la coursive. Les autres le regardèrent entrer dans la salle de contrôle. Une fois qu'il eut refermé la porte, une jeune femme se tourna vers lui. « Alors, que voit-on au télescope ? De bonnes ou de mauvaises nouvelles ? » ?»« Mauvaises. Impossible que la vie se soit maintenue dans une atmosphère aussi toxique. Autant d'eau évaporée et un sol à ce point vitrifié. Et s'ils étaient enterrés ? » Le commandant découvrit le hublot, révélant en dessous d'eux la surface de la planète. Muets, bouleversés, tous deux observèrent le paysage. Sur des kilomètres et des kilomètres, ce n'était que ruines sans fin, lave noircie, éventrée, balafrée, avec de temps en temps un amas de rocs. Soudain, Nasha bondit. « Regardez là, sur l'horizon, vous voyez ?» Ils écarquillèrent les yeux. Ce qui s'élevait là-bas n'était ni un rocher, ni une formation due au hasard, mais un rond, un cercle de points, de petites boules blanches posées sur l'épiderme mort de la planète. Une ville ? Des constructions ? « Virez de bord, s'il vous plaît », dit Nasha d'une voix surexcitée. Elle repoussa en arrière sa noire chevelure. « Allons voir ce que c'est. » Le vaisseau changea de cap. Comme il parvenait à la verticale des points blancs, le commandant lui fit perdre de l'altitude et descendit aussi bas que possible. « Des piliers » commenta-t-il. « Des colonnes de pierre, à moins qu'il ne s'agisse d'un matériau artificiel moulé, les vestiges d'une ville. »« Mon Dieu !» murmura Nasha. « C'est terrible !» Elle regarda les ruines disparaître derrière eux. Disposés en arcs de cercle, les rectangles érodés et lézardés surgissaient de la lave comme autant de dents cassées. « Tout est mort !» dit enfin le commandant. « Je crois qu'on va repartir tout de suite. » C'est ce que veut l'équipage dans sa majorité, je le sais. Appelez la station réceptrice gouvernementale. Décrivez-leur ce que nous avons trouvé et dites-leur que nous... Il chancela. Un premier missile nucléaire venait de frapper le vaisseau qui pivota sous le choc. Le commandant fut projeté au sol en heurtant au passage le pupitre de commande. Dans une pluie de papier, d'instruments de navigation, il se relevait à peine lorsque le deuxième missile frappa. Le plafond s'ouvrit, poutrelles et entretoises se tordirent et plièrent.
Le vaisseau frémit, tomba comme une pierre, puis se redressa. Les contrôles automatiques prenaient le relais. Le commandant gisait sur le plancher près du panneau de contrôle fracassé. Dans un coin, Nasha s'efforçait de s'extirper des décombres. À l'extérieur de la salle, les hommes réparaient déjà les brèches béantes de la coque par lesquelles l'air si précieux s'échappait pour aller se dissiper dans le vide. « À l'aide, à l'aide !» criait Dorn. « Par ici, il y a le feu, aux circuits électriques !» 2 hommes arrivèrent, au pas de course. Impuissant, Tans contemplait la scène derrière ses lunettes brisées, tordues. « Ainsi, il y a malgré tout de la vie sur cette planète ?» dit-il à moitié pour lui-même. « Mais comment est-ce possible ? Donnez-nous un coup de main !» jeta Formard en le dépassant à la hâte. « Il faut poser le vaisseau !» La nuit était tombée et de rares étoiles scintillaient par intermittence derrière le rideau de poussière que le vent charriait sur toute la surface de la planète. Dorle jeta un coup d'œil dehors et fronça les sourcils. Un joli coin où se retrouvait bloqué, commenta-t-il en recommençant à marteler la coque toute cabossée du vaisseau. Il portait une combinaison pressurisée. Beaucoup de petites brèches subsistaient par lesquelles des particules radioactives issues de l'atmosphère extérieure avaient dû pénétrer dans le vaisseau. Assises aux commandes, pâles et solennelles, Nasha et Fomard étudiaient le descriptif des échantillons prélevés. « Peu d'hydrate de carbone, » disait Fomard. « Nous pouvons toujours décomposer les matières grasses en réserve si nécessaire, mais je me demande s'il y a quoi que ce soit pour nous dehors. » Nasha alla au hublot. Quel paysage inhospitalier! Petite, mince, le visage assombri par la fatigue, elle se mit à faire les 100 pas. D'après toi, que trouverait une équipe d'exploration? Fomard haussa les épaules. Oh, pas grand-chose, peut-être quelques graines germées dans une crevasse, par-ci par-là, mais rien d'utilisable. Tout ce qui a pu s'adapter à cet environnement est sans doute toxique, voire mortel. Nasha s'immobilisa et se frotta la joue, laquelle portait une profonde estafilade, encore rouge et enflée. « Et comment expliques-tu ce qui s'est passé? Selon ton hypothèse, les habitants sont morts grillés comme des steaks. Mais alors, qui nous a tiré dessus? Quelqu'un nous a pourtant détectés, quelqu'un a pris une décision, pointé un canon. Et estimé la distance, dit faiblement le commandant de bord, allongé sur un lit de camp dressé dans un angle. C'est bien ce qui m'inquiète. Le premier missile nous a mis hors de combat. Le deuxième nous a presque annihilés. C'était bien visé, très très bien visé. Nous ne sommes pas une cible si facile. Exact, approuva Fomard. Eh bien, peut-être connaîtrons-nous la solution de l'énigme avant notre départ. Quelle étrange situation. La raison veut que la vie ne puisse exister tant la planète est calcinée et le peu d'atmosphère qui lui reste polluée. Si le canon, qui a tiré, a survécu, dit Nasha, pourquoi pas les gens? Ce n'est pas la même chose. Le métal n'a pas besoin d'air pour respirer, lui. Il ne contracte pas de leucémie au contact des particules radioactives. Il n'a besoin ni de nourriture ni d'eau. Silence. C'est un effet paradoxal, résuma Nasha. Quoi qu'il en soit, j'estime que l'on devrait envoyer une équipe en exploration dès demain matin. D'ici là, tâchons de remettre le vaisseau en état pour pouvoir repartir. On ne pourra pas décoller avant plusieurs jours, l'informa Fomard. On devrait au contraire mettre chaque personne au travail. On ne peut pas se permettre de lancer une telle expédition. Nasha eut un petit sourire. Tu seras affecté au premier détachement, qui sait? Tu découvriras peut-être. À quoi t'intéresserais-tu tant déjà? Aux légumes? Aux légumes comestibles? Tu en trouveras peut-être, mais... Sois prudent. Ils nous ont déjà tiré dessus sans savoir qui nous étions ni pourquoi nous venions. Tu crois qu'ils se sont battus entre eux? Sans doute ne pouvaient-ils même pas imaginer qu'on puisse débarquer chez eux avec des intentions amicales, quelles que soient les circonstances. Quelle étrange caractéristique de l'évolution que la guerre interespèce. Combattre sa propre race.
Nous le saurons demain matin, conclut Fomard. Allons dormir. Le soleil se levait froid et austère. 3 personnes, 2 hommes et une femme, franchirent le sabord et se laissèrent tomber sur le sol ferme. « Quelle journée !» bougonna Dorle. « J'ai bien dit que j'avais hâte de poser à nouveau le pied sur la terre ferme, mais... »« Viens, » dit Nacha. « Suis-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux bien nous excuser, Tans ?» Ce dernier acquiesça d'un air morne. Dorle rattrapa Nacha et ils avancèrent côte à côte, écrasant sous leurs semelles en métal le sol qui crissait sous leurs pas. Nacha jeta un regard à son compagnon. « Écoute, le commandant est mourant. Nous sommes les 2 seules personnes à le savoir. Il sera mort d'ici la fin de la journée planétaire. Le choc lui a ébranlé le cœur, il a presque 60 ans, tu sais. » Dorle hocha la tête. « C'est triste. J'ai beaucoup de respect pour lui, bien entendu, tu le remplaces, puisque tu es déjà commandante en second. Non, je préférerais voir quelqu'un d'autre prendre les rênes, toi peut-être, ou bien Fomard. J'ai réfléchi au problème, et il me semble que je devrais me déclarer décidé à faire office de second pour l'un ou l'autre, selon celui qui voudra assumer la charge du commandement, ce qui me permettra de déléguer mes responsabilités. Mais je ne veux pas être commandant. Que Fomard s'en charge. » Nacha l'observa. Grand blond, il marchait à grands pas à ses côtés dans sa combinaison pressurisée. « Tu me parais davantage faire l'affaire, » dit-elle. « On pourrait essayer au moins quelque temps, mais fais comme tu l'entends. Regarde, nous approchons de quelque chose. » Ils s'immobilisèrent et se laissèrent rattraper par Tans. Devant eux se profilait une sorte de bâtiment en ruine. Dorle parcourut les alentours d'un regard pensif. « Vous voyez ? Une immense vallée. Remarquez la façon dont les formations rocheuses qui s'élèvent de tous côtés protègent le site. Peut-être le souffle a-t-il été en partie dévié ? » Ils errèrent parmi les ruines, ramassant pierres et débris. Ce devait être une ferme, avança Tans, en examinant un bout de bois. Ceci faisait partie d'un moulin à vent. « Ah bon ?» Nacha saisit l'objet et le retourna dans sa main. « Intéressant, mais il faut continuer. Nous n'avons guère de temps. »« Regardez !» fit soudain Dorle. « Là-bas au loin, vous voyez ?» Il pointa le doigt. Nacha retint son souffle. « Les pierres blanches !»« Quoi ?» Elle leva les yeux sur Dorle. « Les pierres blanches, les grandes dents cassées que nous avons vues depuis le poste de commande, le commandant et moi. » Elle lui effleura doucement le bras. « C'est de là qu'on a tiré. Je ne pensais pas que nous avions atterri si près. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda Tans en montant les rejoindre. « Je suis presque aveugle sans mes lunettes. Qu'est-ce que vous voyez ?»« La ville, d'où on a tiré. »« Ah bon ?» Tous 3 demeurèrent quelques instants immobiles. « Eh bien, allons-y, » proposa Tans. « Comment savoir ce qu'on va trouver là-bas ?» Dorle le dévisagea en fronçant les sourcils. « Attends un peu. On ne sait pas du tout où on met les pieds. Ils doivent patrouiller. D'ailleurs, ils nous ont sans doute déjà repérés. Ainsi que le vaisseau lui-même, » répliqua Tans. « Alors qu'il est sans doute, savent-ils où le trouver pour le faire sauter. Alors quelle importance, qu'on s'en approche ou pas ?»« Il a raison, » dit Nacha. « S'ils veulent vraiment notre peau, nous n'avons pas l'ombre d'une chance de toute façon. Nous ne disposons pas du moindre armement, tu le sais bien. »« J'ai une arme de poing. » Dorle hocha la tête. « Bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Tu as peut-être raison, Tans. » Nous restons groupés. Jeta celui-ci d'une voix nerveuse. « Nacha, tu vas trop vite. » La jeune femme regarda en arrière et rit. « Si on veut y arriver avant la nuit, il faut se dépêcher. » Ils atteignirent les faubourgs de la ville au milieu de l'après-midi. Le soleil jaune et froid était haut dans le ciel incolore. Dorle s'arrêta au sommet d'une crête surplombant la cité. « Bon, la voilà, enfin ce qu'il en reste. » Il n'en restait pas grand-chose.
Les immenses colonnes de béton qu'ils avaient aperçues n'étaient pas des piliers, mais des fondations d'immeubles en ruine, cuites et recuites par le soleil et sectionnées au ras du sol ou presque. Rien d'autre ne subsistait que ce cercle irrégulier de blocs blancs qui mesurait tantôt près de 7 kilomètres de diamètre. Dégoûté, Dor le cracha. « Encore du temps perdu, c'est le squelette d'une ville morte, voilà tout. »« C'est pourtant d'ici qu'on a tiré, » murmura Tance. « Ne l'oublie pas. De plus, le tireur avait un œil sûr et une sacrée expérience, » ajouta Nasha. « Allons-y. » Ils s'engagèrent entre les immeubles en ruine. Nul ne disait mot. Ils marchaient en silence attentif à l'écho de leurs pas. « Macabre, » marmonna Dorle. « J'ai déjà vu des villes en ruine, mais mortes de vieillesse ou de fatigue. Celle-ci a été tuée, calcinée. Cette cité n'est pas morte toute seule, on l'a assassinée. » « Je me demande comment elle s'appelait, » dit Nasha avant de se détourner pour gravir les vestiges d'un escalier partant d'un ensemble de fondations. « Vous croyez qu'il y a quelque part un panneau indicateur, une plaque quelconque ?» Elle parcourut les ruines d'un regard scrutateur. « Il n'y a rien là-dedans, » lança Dorle d'une voix impatiente. « Viens, attends un peu !» Nasha se baissa pour effleurer un bloc de béton. « Celui-ci porte une inscription. »« Laquelle ?» Tance se hâta de rejoindre la jeune femme, s'accroupit dans la poussière et passa ses doigts gantés sur le bloc de pierre. Ce sont bien des lettres. Il prit un stylet dans la poche de sa combinaison et recopia l'inscription sur un bout de papier. Dorle lut par-dessus son épaule. Résidence Franklin. Voilà, dit Nasha d'une voix douce et basse. C'était son nom. Tance se remit le papier dans sa poche et ils poursuivirent leur exploration. Après un temps, Dorle prit la parole. « Tu sais, Nasha, je crois qu'on nous surveille. Mais ne regarde pas autour de toi. » Elle se raidit. « Ah ? Et pourquoi dis-tu ça ? Tu as vu quelque chose ? » ?»« Non, mais je le sens, pas toi ?» Nasha eut son petit sourire. « Non, mais j'ai peut-être plus l'habitude qu'on me regarde. » Elle tourna un peu la tête. « Oh !» Dorle porta la main à son arme. « Quoi ? Qu'as-tu vu ?» Tance s'était figé sur place, bouche bée. « Le canon !» dit Nasha. « C'est le canon !»« Mais tu as vu sa taille ?» Dorle dégaina lentement. « C'est bien lui !» Il était gigantesque, immense et dépouillé. Il pointait vers le ciel sa masse d'acier et de verre plantée sur un énorme bloc de béton. Sous leurs yeux, il pivota sur sa base en émettant un ronronnement souterrain. Tout en haut du mât, une fine antenne constituée d'un ensemble de tiges tournait au gré du vent. « Il est à l'écoute !» souffla Nasha. « Il nous épie !» Le canon pivota de nouveau, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Il était monté de manière à pouvoir décrire un cercle complet. Le fût s'abaissa légèrement, puis reprit sa position initiale. « Mais qui l'actionne ?» demanda Tance. Dorle eut un sourire. « Mais personne ne l'actionne. » Ils le dévisagèrent. « Que veux-tu dire ?»« Il tire tout seul. » Ils n'en crurent pas leurs oreilles. Nasha se rapprocha et leva vers lui son front barré d'un pli soucieux. « Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là ?»« Regardez, je vais vous montrer. Ne bougez pas. » Dorle ramassa une pierre, hésita un instant, puis la jeta en l'air le plus haut possible. Elle passa devant le canon. Aussitôt, le fût gigantesque se déplaça, les tiges se contractèrent. La pierre retomba. Le canon s'immobilisa puis reprit sa lente rotation. « Vous voyez, » conclut Dorle. « Il a repéré la pierre dès que je l'ai jetée en l'air. Rien de ce qui bouge au-dessus de la surface du sol n'échappe à sa vigilance. Il nous a sans doute détectés dès que nous avons pénétré dans le champ gravitationnel de la planète. Il devait nous tenir depuis longtemps dans sa ligne de mire. Nous sommes fichus. »
Il sait très bien où se trouve le vaisseau. Il se contente d'attendre que nous redécollions. » « Je comprends, » dit Nacha en hochant la tête. « Il a repéré la pierre, mais pas nous, parce que nous évoluons au niveau du sol et non au-dessus. Il n'est conçu que pour viser les objets volants. Le vaisseau est en sécurité jusqu'au décollage, mais après, ce sera la fin. Mais à quoi sert-il ? La sentence. Il n'y a plus aucun survivant ici, tout le monde est mort. C'est une machine, répondit Dorle. Une machine conçue pour une tâche spécifique qu'elle continue à accomplir. Comment elle a résisté au souffle des explosions, ça, je l'ignore. Mais elle s'obstine à guetter l'ennemi, qui a dû débarquer par la voie des airs, à bord d'une espèce de projectile. L'ennemi, dit Nacha, leur propre race ? Difficile de croire qu'ils se soient vraiment bombardés entre eux. Quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Sauf ici même, à cause de ce canon toujours en marche, cette machine à tuer qui continuera de fonctionner jusqu'à ce que l'usure en vienne à bout. À ce moment-là, nous serons morts depuis longtemps, commenta Nacha avec amertume. Ils avaient dû installer des centaines de canons comme celui-ci, murmura Dorle. Ils devaient faire partie de leur paysage familier au même titre que les autres armes et les uniformes. Pour eux, ce devait être aussi banal que de boire et de manger. Une véritable institution comparable à l'Église ou l'État. Les hommes étaient sans doute formés au combat, à la stratégie. C'était un métier comme un autre, honoré et respecté. Tance s'approcha du canon à pas lents, en levant sur lui son regard myope. Plutôt complexe, non ? Toutes ces antennes, tous ces tubes. Je suppose que ceci est une espèce de visée télescopique ? Sa main gantée effleura l'extrémité d'une longue tubulure. Le canon réagit aussitôt. Le fût se rétracta, pivota. « Ne bouge plus !» cria Dorle. Le fût passa devant eux en décrivant un cercle tandis qu'ils observaient une immobilité parfaite. L'espace de quelques secondes terribles, le fût passa devant eux en décrivant un cercle tandis qu'ils observaient une immobilité parfaite. L'espace de quelques secondes terribles, il hésita au-dessus de leur tête dans un concert de cliquetis et de bourdonnements jusqu'à se déplacer en position de tir. Puis, les bruits décrurent et le canon se tut. Derrière la visière de son casque, Tance eut un sourire un peu bête. « J'ai dû mettre le doigt sur une lentille. Dorénavant, je ferai attention. » Il se hissa sur la plaque circulaire, se glissa avec précaution derrière le fût du canon et disparut. « Où est-il passé ?» s'irrita Nacha. « Il va nous faire tuer. »« Reviens, Tance !» hurla Dorle. « Qu'est-ce qui te prend ?»« 1 minute !» Un long silence. Enfin, l'archéologue réapparut. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Grimpez, je vais vous montrer. »« Qu'est-ce que c'est ?» Dorle, tu disais que le canon était là pour tenir l'ennemi à distance. Je crois savoir pourquoi. Cette affirmation laissa les autres perplexes. Je pense avoir découvert ce que le canon est censé garder, reprit Tance. Venez donc me donner un coup de main. D'accord, lança soudain Dorle. On vient. Il prit la main de Nacha. Allons voir ce qu'il a trouvé. J'avais bien pensé à quelque chose de ce genre en voyant que le canon... Mais de quoi veux-tu parler ? Nacha retira sa main. « Tu as l'air de savoir déjà ce qu'il a trouvé. »« En effet. » Juché sur la plaque, Dorle souriait. « Tu te souviens de cette légende commune à toutes les races ? 1, 2, 3. Tu te souviens de cette légende commune à toutes les races, le mythe du trésor enfoui et du dragon, ou du serpent qui monte la garde auprès de lui afin de tenir tout le monde à l'écart ?» Elle hocha la tête. « Et alors ?» Dorle pointa son doigt vers l'engin qui le dominait. « Alors, dit-il, voilà notre dragon. Viens. » En unissant leurs efforts, ils parvinrent à soulever le cercle d'acier qu'ils poussèrent de côté. Quand ils eurent terminé, Dorle était en nage. « Ça n'en vaut pas la peine. » Il s'efforça de percer les ténèbres du trou béant. « À moins que... » Nacha alluma sa torche et on promena le rayon sur l'escalier qui s'enfonçait dans le noir. Une épaisse couche de poussière et de gravats recouvrait les marches.
Au pied de celle-ci, une porte d'acier. « Venez !» jeta Tance d'une voix remplie d'excitation. Il s'engagea dans l'escalier et les autres le regardèrent atteindre la porte, puis en tirer le battant avec espoir, mais sans succès. « Venez me donner un coup de main !» « D'accord. » Ils descendirent le rejoindre à pas prudents. Dorle examina la porte verrouillée qui portait une inscription indéchiffrable. « Et maintenant ?» demanda Nasha. Dorle dégaina son arme. « Reculez, je ne vois pas d'autre solution. » Il pressa le bouton poussoir et le bas de la porte se mit à rougeoyer, puis à s'effriter. Dorle éteignit son arme. « Je crois qu'on peut y aller. Faisons un essai. » La porte se désagrégea sans difficulté. En quelques minutes, ils l'avaient mise en pièces, qu'ils transportèrent sur la première marche. Ils reprirent leur progression, précédée du rayon de leur torche. Ils aboutirent dans un caveau. Partout de la poussière sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Caisses, cartons de bonne taille, coffres et autres conteneurs s'alignaient le long des murs. Les yeux brillants, Tance parcourut la pièce du regard. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» murmura-t-il. « Ça a sûrement de la valeur. » Il ouvrit un tambour rond au hasard. Une bobine tomba à terre, dévidant son ruban noir. Il l'examina à la lumière de la torche. « Regardez ça !» Les deux autres le rejoignirent. « Des images !» dit Nasha. « De minuscules images !»« Des archives, on dirait. » Tance replaça la bobine dans le tambour, qu'il referma. « Voyez, il y en a des centaines. » Il promena çà et là le vaisseau de sa torche. « Et ces caisses, ouvrons-en une. » Déjà, Dorle s'attaquait au bois, devenu sec et friable. Il parvint à en arracher un pan entier. Un tableau. Le portrait d'un jeune garçon vêtu de bleu très beau qui souriait plaisamment en regardant droit devant lui. Il avait l'air presque vivant, sur le point de venir à leur rencontre dans le halo de la torche. C'était l'un d'entre eux, un représentant de cette race détruite, de ce peuple qui avait péri. Ils contemplèrent le portrait durant un long moment. Enfin, Dorle replaça la planche. « Toutes ces caisses ?» dit Nasha. « D'autres peintures, sans doute, et ces tambours. Qu'y a-t-il dans les boîtes ?»« Voilà leur trésor, » dit Tance, parlant presque pour lui seul. « Leurs peintures, leurs archives. Sans doute avons-nous là toute leur littérature, leurs récits, leurs mythes, leurs théories sur l'univers. Ainsi que leur histoire, » ajouta Nasha. « Nous pourrons retracer leur évolution et découvrir les causes de leur comportement final. » Dorle errait dans le caveau. « Étrange, » murmura-t-il. Jusqu'à la fin et même après le déclenchement des hostilités, ils ont toujours su, quelque part au fond d'eux-mêmes, que leur véritable trésor était là, dans leurs livres, leurs tableaux, leurs mythes. Même une fois leurs grandes villes, leurs immeubles et leurs usines détruits, ils ont espéré revenir chercher tout ceci une fois que tout le reste aurait disparu. Quand nous serons rentrés, nous insisterons pour qu'on voie ici une mission savante, dit Tance. Tout cela peut être embarqué à bord et ramené chez nous. Nous partirons dans... Il s'interrompit. Mais oui, compléta Dorle d'un ton sec. Nous partirons dans 2 ou 3 jours. Nous allons réparer le vaisseau et décoller. On sera bientôt rentré, enfin, si tout va bien. Si on ne se fait pas descendre par ce... Oh, assez, coupa Nasha d'une voix impatiente. Fiche-lui la paix, il a raison. Tout ceci devra être ramené tôt ou tard. Il va falloir résoudre le problème du canon. On n'a pas le choix. Dorle acquiesça. Alors, quelle solution préconises-tu ? Dès qu'on aura quitté le sol, il nous abattra. Il eut une grimace amère. Ils ont trop bien protégé leur trésor. Au lieu d'être préservés, ils restent pourrir ici à jamais. Bien fait pour eux. Comment ça ? Tu ne comprends donc pas ? Ils ne connaissaient pas d'autre vision des choses. S'ils ont fabriqué un canon destiné à abattre tout ce qui se présenterait dans un rayon d'action, c'est qu'ils croyaient, dur comme fer, que tout leur était hostile, que l'ennemi viendrait leur ravir leurs biens. Ma foi, ils peuvent les garder.
Perdue dans ses pensées, Nasha s'étrangla brusquement. « Dorle, dit-elle. Mais qu'est-ce qui nous prend ? Il n'y a pas le moindre problème, le canon ne nous menace en rien. » Les deux hommes la dévisagèrent. « Ah bon ?» fit Dorle. « Je te signale qu'il nous a déjà tiré dessus 2 fois. Il recommencera dès qu'on décollera. » « Vous ne saisissez pas ?» Nasha se mit à rire. « Ce pauvre imbécile de canon est complètement inoffensif. Même moi, je pourrais lui régler son compte toute seule. »« Toi ?» Les yeux de la jeune femme lancèrent des éclairs. « Avec un levier ou bien un marteau, un bâton. Retournons nous équiper au vaisseau, bien sûr, en vol. Nous sommes à sa merci, c'est pour cela qu'on l'a conçu. Il peut tirer, abattre tout ce qui vole. Mais c'est tout. Contre une attaque au sol, il est sans défense, n'est-ce pas ?» Dorle hocha lentement la tête. Le ventre du dragon, d'après la légende, l'armure ne recouvre pas son ventre. Il eut un petit rire. « C'est vrai, c'est parfaitement exact. »« En route alors, » dit Nasha. « Rentrons au vaisseau. Nous avons du pain sur la planche. » Ils arrivèrent au vaisseau le lendemain, à l'aube. Le commandant était mort dans la nuit et l'équipage, conformément à la coutume, avait incinéré son corps. Ils l'avaient entouré solennellement jusqu'à l'extinction de la dernière braise. Ils reprenaient juste leur poste de travail lorsque la jeune femme et les 2 hommes firent leur apparition, sales, là, mais toujours exaltés. Bientôt, une file d'individus s'étira à partir du vaisseau, chacun portant quelque chose. La colonne traversa l'interminable étendue de lave grise et de métal fondu. En arrivant à portée du canon, ils se jetèrent tous dessus en même temps avec leurs pieds de biche, avec leurs marteaux, tous les objets lourds et solides qu'ils avaient pu trouver. Les viseurs télescopiques volèrent en éclats. Les circuits électriques furent arrachés et mis en pièces, les rouages pulvérisés ou éventrés. En dernier lieu, les ogives elles-mêmes furent emportées et désamorcées. L'arme formidable fut enfin réduite en morceaux. On descendit alors dans le caveau pour inventorier le trésor. Maintenant qu'était mort son gardien à l'armure de métal, il n'y avait plus aucun danger. On étudia les peintures, les films, les caisses de livres, les couronnes de pierres précieuses, les coupes et les statues. Enfin, comme le soleil s'enfonçait dans les brumes grises qui dérivaient à la surface de la planète, ils gravirent à nouveau les marches. Ils restèrent un moment campés autour du canon fracassé, contemplant sa silhouette désormais immobile. Puis ils repartirent au vaisseau. Il leur restait beaucoup à faire, car celui-ci avait été sérieusement touché et bien des équipements irrémédiablement endommagés. La priorité absolue était de le réparer au plus vite pour pouvoir reprendre les airs. En y travaillant tous ensemble, il ne leur fallut guère que 5 jours pour le remettre en état d'affronter l'espace. Au poste de commande, Nasha regardait la planète décroître derrière eux. Elle croisa les bras et s'assit sur le bord de la table. « À quoi penses-tu » demanda Dorle. « Moi, à rien. Tu es sûr ? Je me disais qu'à une époque, cette planète avait dû être bien différente, lorsque la vie l'habitait encore. C'est probable, en effet. Dommage qu'aucun de nos vaisseaux ne soit jamais allé aussi loin, mais nous n'avions aucune raison de soupçonner ici la présence de l'intelligence, avant de voir dans notre ciel la lueur de la fission. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Pas tout à fait. Après tout, leurs biens, leur musique, leurs livres, leurs images, tout cela survivra. Nous allons les ramener chez nous, les étudier, ils vont nous faire changer. Après cela, nous ne serons plus jamais les mêmes. Leur sculpture surtout. Tu as vu cette grande créature ailée, sans tête ni bras ? Brisée, je suppose. Mais ses ailes, elles avaient l'air très anciennes. Oui, nous allons changer considérablement. À notre retour, il n'y aura plus de canon pour nous attendre, dit Nasha, prête à nous abattre. On pourra atterrir et prendre le trésor, comme tu dis. Elle le gratifia d'un sourire. Tu nous y ramèneras en bon commandant de bord ? Commandant ? Dorle sourit en retour. Tu as donc arrêté ton choix. Nasha haussa les épaules. Fomar conteste trop souvent mes décisions. Tout compte fait, je crois que c'est toi que je préfère. Eh bien, allons-y alors, conclut Dorle. Rentrons chez nous.
Dans un rugissement, le vaisseau s'éleva au-dessus des ruines de la ville, décrivit un arc immense et s'élança au-dessus de l'horizon, vers les profondeurs de l'espace. En bas, au cœur de la ville en ruine, une tige antenne endommagée mais toujours en état de marche capta le vrombissement des réacteurs. La base du formidable canon vibra péniblement dans un effort désespéré pour pivoter. Au bout d'un temps, un voyant rouge s'alluma au plus profond du mécanisme ravagé. À 150 km de là, un autre signal d'alarme s'alluma dans un profond souterrain. Des relais automatiques entrèrent instantanément en action. Des rouages se mirent en branle, des courroies gémirent. À la surface, une plaque de métal fondu coulissa, une voie d'accès apparut. Un instant plus tard, un petit chariot se ruait vers la surface. Il s'orienta vers la ville. Un deuxième véhicule, semblable, apparut à sa suite, chargé de câbles électriques. Derrière surgit encore un troisième chariot, chargé cette fois de viseurs télescopiques. Puis ce furent d'autres wagons, les uns transportant des contacteurs, d'autres des mécanismes de tir, d'autres encore des outils et des pièces détachées, des vis et des boulons, des broches et des écrous. Le dernier était chargé d'ogives nucléaires. Tous s'alignèrent derrière le véhicule de tête qui démarra bientôt et cahotant doucement sur le sol gelé, prit la direction de la ville et du canon endommagé. Le canon est une nouvelle de Philippe Cadic, extraite du recueil Le Crâne, publié aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.